premier moment donc, de cette journée avec la journaliste, auteure et traductrice Nora Boisouni autour de Pays ta pige. Pays ta pige étant une campagne que Nora a lancée au printemps, si ma mémoire est bonne, et dont qu'elle va nous détailler maintenant et puis nous donner quelques résultats. Alors il était prévu, on aurait aimé vous présenter le site internet Pays ta pige qui est la forme publique que va prendre cette campagne. Pour des raisons techniques, le site n'est pas encore prêt, donc ce ne sera pas aujourd'hui le lancement officiel du site Pays ta pige, mais ce sera quand même le premier partage le premier retour d'expérience et de chiffres et de témoignages que Nora a pu recueillir autour de cette campagne. Je le disais tout de suite, Nora Boisouni donc, est journaliste. Elle travaille à différents médias, mais je vais te laisser détailler peut-être tout à l'heure parce que c'est important de revenir sur cette carrière et puis ce qui justement a pu déclencher cette idée de lancer cette campagne Pays ta pige. Journaliste donc pour différents médias, auteur d'un livre qui s'appelle Féminisme, quand le sexisme passe à table, féminisme étant écrit F-A-I-M, Féminisme, voilà, prononçons-le comme ça, Féminisme. Et puis traductrice également, alors là du coup ce n'est pas du journalisme, mais c'est une activité qui permet aussi de vivre et de faire bouillir la marmite. Je ne dis pas faire bouillir la marmite complètement par hasard, puisque dans tes activités journalistiques, il y a aussi un podcast qui s'appelle Plan culinaire, qui parle évidemment de cuisine, mais pas seulement, des côtés d'un lien entre tout ce qui touche à la gastronomie et des questions sociales ou d'aujourd'hui sur pourquoi est-ce qu'on accepte de faire 2 heures de queue pour aller manger une pizza, par exemple. Ce qui a l'air comme ça d'être une question peut-être un peu triviale, mais qui peut être traitée avec justement du fond et un vrai apport journalistique dans ces podcasts. Je te passe la parole tout de suite, peut-être pour nous présenter un petit peu ton parcours, qui n'est pas passé par une école de journalisme, je crois, et qui est par contre passé par un certain nombre de rédactions ensuite. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, moi j'ai 32 ans, je travaille depuis que j'ai 20 ans et je n'ai pas fait d'école. J'ai un parcours très atypique et qui à mon avis n'existe plus maintenant. J'ai commencé à bosser en rédaction dans la prod musicale, donc rédactrice, pas du tout des rédactions de médias, de presse. Et puis j'ai fait un peu de traduction et puis après je suis arrivée juste avant la création de Slate.fr. J'étais traductrice en freelance pour Slate.fr pendant quelques années. Je suis repartie à Montréal, je suis revenue, on a monté Slate Afrique où j'étais SR à Slate Afrique. Donc je commençais déjà à avoir beaucoup de casquettes pour mon jeune âge. Et puis je suis partie de Slate Afrique et je cherchais du boulot et on m'a dit hey, il y a France Télé qui va lancer sa plateforme web, donc France TV Info à l'époque. Vous savez, comme quand les parents ils appellent ça FR3. Moi j'ai du mal à appeler ça France Info. Je suis vieille. Donc je suis arrivée là-bas, mais parce que Thibaut Vuitton, qui était le Red Chef adjoint, qui maintenant est le Red Chef, lisait le blog que j'ai eu pendant 10 ans, où je parlais de mes histoires de cul. Et oui, il faut le dire. Et il trouvait que j'avais un ton assez chouette, et il lisait aussi mon compte Twitter, donc comme quoi tout peut arriver. Et c'était un mec qui était assez jeune, moi je m'attendais à avoir quelqu'un qui avait 45 ans et pas du tout. Et il m'a dit, mais moi j'étais là pour faire du SR, hein. J'avais aucune prétention de devenir journaliste. Et il m'a dit, mais viens écrire. Et je lui ai dit, mais je n'ai jamais écrit. Il dit, bah, c'est l'occasion. Pour France Télé, donc c'est un peu le truc qui tombe du ciel. Donc je suis devenue véritablement journaliste ce jour-là, à ce moment-là. Et puis après, je suis partie, je suis retournée à Slate, créer Reader.fr, qui est un outil de curation basé sur des algorithmes et des personnes humaines. Et c'était génial de bosser complètement en synergie avec des développeurs. Il n'y avait pas de filles, hein, c'était un journalier développeuse. Ça, c'était il y a quelques années. Je suis partie et je suis redevenue freelance, donc ça fait 3 ans. Quand je suis redevenue freelance, j'avais une espèce de vision déjà assez cynique de ce monde-là parce que je suis vieille, comme j'ai déjà dit.
et que j'ai plein d'amis qui étaient plus vieilles ou plus vieux et qui étaient déjà un peu en train de me dire la pige, bon courage quoi. Mais je m'étais dit j'y crois, c'est bon, c'est super et tout. Puis en plus je suis traductrice, donc j'ai aussi cette double casquette. Et puis je me suis rendu compte que c'était compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on en parlait tout à l'heure avec Élise, que vous verrez, qui est pigiste aussi depuis très longtemps, et on en parlait beaucoup, qui est la façon dont la pige peut faire perdre l'estime qu'on a de soi-même. Alors quand on n'en a pas beaucoup, c'est compliqué. Quand on en a pas mal, c'est compliqué aussi. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on nous traitait un peu comme des merdes. Pardon, mais c'est vrai. Enfin, moi, je me suis tout de suite rendu compte que quand on ne te répond même pas alors que tu as envoyé 3 mails, quand on te dit que le sujet, on va déjà le faire alors que pas du tout et qu'on te le pique 15 jours plus tard, c'est pas cool. Donc, j'ai commencé à piger pour les gens que je connaissais. Parce que du coup, en 12 ans, en 9 ans, je m'étais fait pas mal de réseaux. Donc, j'avais commencé à piger pour Libé. Moi, j'écris principalement sur les séries et sur la bouffe et sur le genre. Donc, j'ai commencé à écrire sur les séries pour Libération, Print et Web. À l'époque où Joanne Huffnagel était reparti à Libé, et David Carzon aussi était à Libé. Et puis j'ai bossé un peu pour Néon. Récemment, j'ai bossé pour Ouzbek Erika sur un podcast en partenariat avec OCS sur Westworld, où on parlait de techno. J'ai écrit sur Slate toujours, sur les séries, la bouffe ou le genre. J'ai mon podcast, Plan Culinaire, donc je vous conseille d'écouter. Non, mais en tout cas, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué et que je préférais bosser avec des gens que je connaissais et qui estimaient mon travail et qui me parlaient de mon travail, parce que je pense que c'est ça qui est très important. On parlera des tarifs tout de suite, mais avoir un vrai échange et surtout des vrais retours sur ton travail. Enfin, moi, c'est un truc je ne peux pas faire comme autrement dans la vie, en fait. Et j'ai découvert, en étant traductrice aussi, je traduis pour plein de choses, j'ai traduit pour BuzzFeed, feu BuzzFeed, rest in peace. Mais je traduis pour la bande dessinée, je traduis aussi pour des trucs corpo à la con qui payent mais qui sont un peu boring. J'ai compris qu'en fait, la dynamique de pouvoir qu'il y avait entre des rédactions et une ou un pigiste et entre d'autres boîtes et une traductrice n'avait rien à voir. En fait, on valorise mon boulot ailleurs et on montre qu'on a besoin de moi et pas l'inverse. Et ça m'a aidé à continuer aussi à essayer de ne pas lâcher l'affaire complètement d'écrire, parce que j'adore écrire. Mais de me dire que, en fait, ça peut être possible une autre manière de travailler avec des gens dans le respect et l'estime de l'autre. Voilà. Donc, pardon, c'est un petit peu pessimiste tout ce que je raconte sur la pige, mais je ne suis pas la seule à le penser. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes, très jeunes journalistes qui sont déjà dégoûtés du métier, c'est qu'il y a vraiment un très gros problème. Donc, paye ta pige. Je ne sais pas si je vais commencer à raconter Oui, la vas-y, genèse. voilà. D'où vient donc paye ta pige? D'où vient paye ta pige? BuzzFeed, l'annonce, le leak, la fuite de la fermeture de BuzzFeed au printemps m'a beaucoup énervée. Alors moi, j'étais en traductrice pour BuzzFeed en facture. Voilà, donc moi, je n'ai rien eu quand c'est fermé. Oh, dis donc. En presta, parce que c'est ce qu'ils font avec tous leurs prestats, BuzzFeed, France. Et quand j'ai appris que ça fermait, j'étais très en colère, d'une part parce que je perdais beaucoup d'argent, parce qu'ils payaient très bien, mais j'étais beaucoup plus en colère pour les gens qui bossaient à BuzzFeed en contrat. Parce que BuzzFeed, c'était non seulement un média qui traitait les gens correctement, c'était que des gens qui étaient en CDI et qui étaient bien payés, mais qui traitaient des sujets qui n'étaient pas traités ailleurs. LGBTQ, racisme, il y avait des scoops en politique aussi, il y a eu plein de choses. BuzzFeed, c'était pas juste des listes, contrairement à ce que plein de gens leur ont envoyé à la gueule quand on a appris qu'ils fermaient, c'était assez minable d'ailleurs. Et donc moi je me suis dit, mais c'est incroyable qu'une rédaction qui veut faire des choses nouvelles, qui traite des actus pas vues ailleurs, qui en plus, juste basons-nous simplement sur la tête des gens qui bossaient là-bas, aucune rédaction en France n'avait autant de gens qui n'étaient pas blancs. Non mais c'est vrai, enfin, je veux dire, à un moment il faut quand même, et des gens qui avaient des préoccupations LGBTQ comme ça, qui en parlaient aussi souvent. C'était la rédaction la moins blanche de France en fait, donc c'était déjà terrifiant de voir que on essaie de faire des trucs avec des gens qui sont pas tous des blancs et puis ça marche pas, soi-disant. Les Américains font en fait on va fermer pour quelle raison, je ne sais pas, mais on va fermer. En américain, faites vos cartons. Et j'étais énervée en me disant, voilà, on a de la diversité dans les sujets et dans une rédaction, on a une volonté de faire autrement, on fait du divertissement et on sort des scoops, et ça ferme. Et ça ferme alors que tout le monde était payé correctement. Et qu'il y avait un espoir pour des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très jeunes chez BuzzFeed, de se dire, hey, c'est une chouette rédac, et je vais être bien payé, et ils sont en CDI, et moi ça m'a mise hors de moi, et j'aime bien râler sur Twitter. J'aime beaucoup râler sur Twitter. J'aime beaucoup m'énerver et faire des longs threads quand je suis énervée.
Et là, je me suis dit, transforme cette colère en quelque chose de productif. Et je me suis dit, mais avec tout ce que j'entendais depuis plusieurs années sur la pige, des gens qui étaient dégoûtés, et des tarifs, les trucs, juste précision, je ne suis pas sur Facebook. Et je sais que sur Facebook, il y a des groupes de pigistes qui s'échangent les infos. Et c'est pas normal que ça se passe sur déjà Facebook. Waouh. Et pourquoi ça se passe que sur ces groupes-là, en fait, où il faut montrer patte blanche et où il y a parfois une ambiance, parce que j'ai pu après avoir accès à ces groupes, assez délétère. Quand j'ai lancé Paye ta pige, quelqu'un m'a dit, un journaliste assez âgé, m'a dit, je suis dans tel groupe de pigistes, et quand tu as lancé le truc, il y a quelqu'un qui a écrit, c'est qui celle-là? Elle sort d'où? Waouh, sympa la solidarité, les mecs et les meufs, quoi. Donc je me suis dit, on va faire un truc. C'est que ceux qui veulent, celles qui veulent, vont m'envoyer leurs tarifs par mail, donc payetapige@gmail.com, parce que, attention, le slide doit commencer, si mon ordi a bien envie que le slide commence. Voilà. Précarité, opacité, les jeunes journalistes n'ont souvent aucune idée des tarifs de la pige en France. Dans les écoles, on ne vous donne pas des listes, j'imagine, avec qui paye comment, qui paye quoi, qui paye pas, qui paye mal, qui vous ne devrez pas bosser pour lui ou pour elle. Il y a des gens, je sais, qui vous disent « Ah tiens, un tel, oubliez tout de suite, un tel, ça va être la galère ». Mais c'est pas normal qu'on n'ait pas du tout de ressources quand on est journaliste, d'abord journaliste, d'avoir accès à ces grilles, cette espèce de grille, puisqu'il y a des grilles de salaire qui sont négociées quand on est journaliste, mais sur le web c'est très compliqué, il n'y a pas d'accord. Forcément. Donc, est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà. Donc voilà, c'était d'abord fournir aux journalistes via un site gratuit, et il sera toujours gratuit, c'est important, les tarifs pratiqués par print, web, radio, télé en France ou francophone. J'ai reçu aussi pas mal de témoignages de gens qui bossent pour des médias francophones et qui sont envoyés directement par les confrères et consoeurs. Je n'ai reçu, alors à ce jour, j'ai reçu environ 200 mails. Dans les 200 mails, il y a des gens qui me donnent des tarifs pour 20 médias, donc il n'y a pas 200 tarifs, il y en a beaucoup plus que ça. J'ai reçu 2 mails seulement de Red Chef. Je pensais, moi, de façon très optimiste, que les Red Chef prendraient un petit peu le taureau par les cornes et m'enverraient leurs tarifs. Non, pas du tout. Et aussi parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui dans la nourriture. On y revient, je suis un peu obsédée par ça. On parle beaucoup le juste prix du lait. On parle de manger local, on parle de respecter les gens qui ont fait ce qu'il y a dans votre assiette. Et en fait, on a une profession qui est quand même détestée par plein de gens en France, les journalistes, les journalopes, comme on aime nous appeler, les gauchistes à la solde de l'État, quel qu'il soit, parce qu'en fait, dès qu'on change de gouvernement, de toute façon, on est à la solde, donc on est hyper... Et les gens veulent savoir d'où vient leur bouffe, leurs vêtements, mais les gens se fichent de savoir d'où vient l'info. Et les gens, je pense, ne savent pas, il y a un fantasme incroyable autour des revenus des journalistes, notamment à cause de cette niche fiscale, quand on nous rebat les oreilles. Les gens ne sont pas... J'aime bien dire les gens, c'est nul de dire les gens, mais bon, je dis les gens, parce que c'est vrai que quand on voit les commentaires dans les lives, on se rend compte que, bon, voilà, pas trop d'infos. Donc, transparence pour les consommateurs, consommatrices, les lecteurs, lectrices, les gens qui écoutent la radio, de savoir le prix qu'a été payé la personne qui a fait cette enquête de 15 pages. Parce que quand on lit une enquête de 15, ou quand on s'abonne à un magazine avec des super enquêtes, je ne citerai peut-être pas de noms, quoique j'ai très envie de citer des noms, quand on s'abonne à des magazines cool, qui commencent par So, et qu'on sait combien sont payés les gens. Non mais c'est vrai, il faut le dire, moi je fais ce truc-là pour dire les choses, c'est anonyme les témoignages qu'on reçoit, ils seront anonymisés, mais il faut dire qui paye quoi. Et qui font des super papiers, c'est une super qualité dans ces magazines-là, il n'y a pas que, Mais quand on sait combien sont payés les gens qui les ont faits, dans quelles conditions, la façon dont on leur a parlé, défrayé, pas défrayé, là je pense que le papier que vous avez dans la main, il a une toute autre saveur en fait. Comme quand vous savez, votre paire de baskets, dit-elle en portant des Converse, votre paire de baskets, au moins vous savez qu'il y a des gamins qui l'ont fabriqué pour 5$ par mois, quoi. Mais après, c'est en votre âme et conscience de faire ce choix. Et c'est aussi pour désamorcer tous ces fantasmes autour de la profession. Donc, transparence des deux côtés. Qu'est-ce que j'ai mis après? Voilà, attention. Les exemples qui suivent peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes journalistes qui voudraient être freelance. Et choquer les gens qui sont abonnés à certains magazines ou qui trouvent que c'est vraiment génial cette revue. Parce que c'est pas que les tarifs qui sont importants. Vous allez voir, j'ai pas beaucoup de chiffres parce qu'il y a des trucs c'est plus compliqué que ça, il faut recouper, etc. Mais j'ai 2 slides, j'adore dire slide, j'ai 2 slides, des diapos. C'est vrai qu'en français il y a un mot, diapo. J'ai 2 diapos. La première diapo, c'est des gens qui payent en salaire
Et c'est bien parce qu'on précise en salaire comme si il fallait pas être payé en salaire, mais j'ai 2 diapos après qui disent qu'il faut être payé en salaire. Mais parce que c'est bien de rappeler parce que tout le monde ne le fait pas. Et pour vous voyez un peu la diversité des façons dont on peut vous payer, donc au forfait, au papier, au feuillet, au machin. Et après, j'ai les gens qui ne payent pas forcément un salaire. Donc attention, hein, ça peut être violent parfois. Donc on va commencer avec SoFilm. SoFilm, donc vous voyez 60-65 € brut la page. En salaire, j'ai certaines personnes qui m'ont dit certaines fiches de paye, il n'y a pas le 13e mois. Illégal, hein, convention des journalistes, 13e mois congé payé. Alors la page, vous verrez une page, voilà, la page c'est ça, la page seulement, brut, rappelons. Alors ce sera que des tarifs bruts, hein. Faites le calcul parce qu'en fait on va vous le proposer en brut. Donc je ne veux pas du net parce qu'en fait vous allez faire, ah attends, souvent on me propose le tarif en brut. Et puis vous vous faites souvent avoir comme ça en fait. Le point, 120 € brut l'article, quelle que soit la taille. Alors ça arrive souvent hein, quand même, les quelle que soit la taille. Vous pouvez faire 15 000 signes, vous pouvez faire 35 000 signes, vous pouvez faire 8 000 signes, vous allez payer 120 € brut l'article. Alors elles, demain, ils vont recevoir 75 candidatures par minute, parce que 200 à 300 € brut, le feuillet. Oui, le feuillet. 1500 signes chez elles, c'est payé 200 à 300 € brut. Chez Grazia, c'est 150. Ça va pas durer longtemps hein, avec le rachat qui arrive, donc dépêchez-vous. Donc 200, 300, vous voyez déjà la différence avec les Inrock et Chic qui a été absorbé par les Inrock. Du coup, les Inrock, c'est ça, c'est 50, 75 €, c'est quand même une grosse différence, hein, 25 € brut, mais c'est vraiment des chiffres que j'ai reçus. Le feuillet est là, on tombe sur un truc que j'aime beaucoup qui est maximum 3 feuillets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vous prendre vos 5 feuillets. Ça veut dire, comme j'ai mis, si tu en fais plus, tu ne touches pas plus. En revanche, si tu fais pile 3 feuillets, on te dit, tu aurais pu un peu là, faire un peu plus, quoi. Donc déjà, vous voyez qu'on peut vous dire c'est la page, c'est le forfait, c'est l'article, c'est le feuillet quel qu'il soit. Donc il y a déjà un truc un peu compliqué quand on vous propose des tarifs qui est, en fait, tu me fais ça pour tant, mais en fait, si tu me rends un article de 25 000 signes au final, tu es payé pareil. Oui, c'est très impressionnant. Ce qui explique la différence, là, les 60 à 65, 200 à 300, 50 à 75, c'est individuellement la négociation qu'on est capable d'avoir avec le rédac chef ou le média au moment où on négocie son article. Alors c'est la négociation, il y a la diapo d'après, je parlais de négo, c'est de la négo, c'est aussi des gens qui connaissent le ou la rédac chef ou qui ont travaillé déjà depuis longtemps ou qui ont été en CDI par exemple ou en stage ou en CDD dans ces boîtes-là. Moi j'ai pas mal de mails de gens qui ont fait des stages et qui me disent j'étais en stage mais je sais le prix des piges et qui du coup étaient bien au courant qu'ils pouvaient négocier en sortant de leur stage s'ils voulaient piger pour tel média parce qu'ils voyaient passer les tarifs de pige. Mais encore une fois c'est un truc, si t'es pas dedans tu ne sais pas. Et c'est pour ça que ce site, enfin moi je veux vraiment que ce site ait cette vocation-là de tout décloisonner et d'arrêter d'être sur il y a 30 personnes qui savent que, plus 20 qui savent que, plus 10 qui savent que, et si on va pas tous boire des coups ensemble le soir, on n'est pas au courant, quoi. Tu pourrais garder pour toi le fait qu'elle paye bien et ne pas faire paye ta pige. Mais moi, je travaille pas pour elle, mais du coup, j'ai hyper envie de bosser pour elle maintenant, quoi. Non, mais en fait, vous vous rendez compte que elle, alors je sais pas combien sont les loyers à Metz, mais à Paris, vous imaginez bien que c'est une blague. J'habite à Paris. Quand vous voyez 300 € brut le feuillet, vous vous dites le nombre d'heures de boulot juste pour payer mon loyer. Enfin, ça fait rêver, quoi. Et c'est pas, je parle pas d'enquête spécialement ou de reportage, hein, c'est des papiers, ça vaut pour toutes les sortes de papiers. C'est pas des trucs incroyables qui vont vous prendre 3 mois. Vous imaginez 300 € brut le feuillet, quand vous voyez ce que payent les Inrock, vous vous dites c'est dingue, quoi. Ça sort d'où? Alors oui, il y a la pub évidemment, les féminins ça paye mieux, enfin ça payait mieux, pas tous, hein. Mais c'est incroyable de se dire ça. Et de se dire surtout que si tu fais plus que 3 feuillets aux Inrock, t'es payé quand même 3 feuillets. Et alors ensuite, attention, les chocs arrivent aussi sur la diapo d'après. Alors là, bon. Donc là, on a du divers, du varié, des factures, du salaire, du droit d'auteur, de plein de trucs. Donc déjà, Combini emploie des gens en facture. Voilà. C'est des gens qui sont à mi-temps chez Combini en facture.
et qui restent plusieurs mois, voire 1 an, voire 2 ans. Ça s'appelle du travail dissimulé. Hein. Enfin, je veux dire, moi, qu'on me dise femme, très bien, je pense que je gagnerais. Mais donc, c'est pas forcément à l'article, parce que les gens sont souvent payés à la journée, comme vous voyez, 100 à 160 euros brut la journée. Et ils ont aussi des pigistes pour les articles en brand content. Et vous voyez que 1 euro, un article en brand content, ça peut être une demi-journée d'articles chez Combini. Et tout ça, c'est payé en facture. Tout ça. Voilà. Donc des gens qui peuvent passer 1 an à mi-temps chez Combini en facture. Rappel, quand quelqu'un vous embauche 1 an en facture et vous dit du jour au lendemain, ben salut, vous n'avez aucune indemnité de licenciement. Vous êtes forever alone à pleurer sous votre couette. Ensuite, Slate, disclaimer, je collabore à Slate, en pige, en salaire, moi, pour ma part. Donc, Slate, il y a plusieurs tarifs. Il y a le tarif, on va dire, junior, et puis il y a le tarif senior, donc comme vous voyez, 25 € à peu près de différence en brut. Parfois, ça peut être du 185 € brut. Bon, en tout cas, c'est plutôt les tarifs. Donc, ça vous fait en net 100-140 € net le papier. Pareil, quelle que soit la taille. Moi, j'ai déjà rendu des 20 000 signes à Slate et j'ai gagné 100 €. Il y a des gens qui ont déjà négocié 400 € pour des longs papiers, 700 € pour des très longs papiers, des longues enquêtes. Donc, vous pouvez négocier avec le Red Chef Christophe Caron, il est ouvert au négo. Mais Slate paye soit en salaire, soit en facture, soit en droit d'auteur. Voilà, donc sachez que vous pouvez aussi dire non, moi je ne veux pas être payé en droit d'auteur en fait, ou en facture, je veux être payé en pige. Mais les trois sont courants chez Slate. Et si tu demandes d'être payé en salaire, tu es payé en salaire? Alors moi j'avais demandé d'être payé en salaire, j'ai été payé en salaire. Je sais qu'il y a des gens qui sont encore payés en facture, je ne sais pas s'ils ont ou elles ont demandé à être payés en salaire. Pareil pour le droit d'auteur, mais en tout cas, moi quand j'ai demandé à être payé en pige, j'étais payé en pige. Mais dans les témoignages que tu as reçus, du coup, il y a tout, quoi. De tout. Il y a vraiment de tout. Et puis c'est des profils différents, mais il y a de tout. C'est des gens qui restent quand même journalistes, donc qui devraient être payés en salaire. Street Press. Alors Street Press, j'ai eu que 2 Red Chefs qui m'ont envoyé des infos, dont le Red Chef de Street Press, Mathieu Mollard, qui est un ami de mon copain d'ailleurs, ils ont fait la même école, qui m'a envoyé ça pour un peu prendre les devants, sachant que j'allais recevoir ces infos. Alors, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il m'ait envoyé un mail quand même pour me dire tu vas recevoir ces infos-là, et c'est vrai, on paye comme ci, comme ça. Il s'est justifié, alors il sait que c'est pas légal, mais il s'est justifié. Il me disait qu'ils sont en train de voir comment faire pour payer les gens autrement qu'en droit d'auteur. Mais vous voyez, encore une fois, on a aussi des trucs qui s'appellent papier long, papier court. Bon, parce que ça veut dire un papier long, papier court. Bon, après, moi, quand j'écris 15 000 signes, ça me semble pas si long parce que j'aime beaucoup lire, mais bon. Donc, 250 € net, le papier long en droit d'auteur. Mes diapos, j'ai juste 2-3 diapos après, vous verrez ce que ça fait le droit d'auteur et la facture à vos cotisations. Et alors là, on a un truc assez génial. La revue Charles. Donc encore, on a du papier court, papier long, donc 150 € net. Alors j'ai du net parce que j'ai pas eu les trucs en brut et que parfois c'est pas les mêmes. Donc je préférais le mettre le net puisque les gens qui m'envoyaient en net avaient les mêmes infos. 105 €. Donc j'ai fait un petit calcul. Le papier court, on m'a dit, la personne qui m'a envoyé les infos m'a dit c'est environ 3500 signes. C'est une page. Donc là, ça fait 64 € net le feuillet. Si vous faites pour Charles un papier long, on m'a dit 3 pages minimum, jusqu'à 25 000 signes, tout à coup, votre feuillet passe à 50 €. Du coup, vous avez hyper envie de faire des papiers longs pour Charles. Hein. Vous vous dites, waouh, je ne suis pas du tout en train de me faire enfler. Et donc, payer aussi en droit d'auteur. Alors là, il va vraiment falloir qu'on m'explique comment est-ce qu'on peut avoir un tarif dégressif. C'est comme quand vous achetez en gros, en fait. En fait, les journalistes sont des vendeurs de tissus, je crois. Plus allez, tu me fais le feuillet à 50 balles. Non mais je rigole, mais ça fait vendeur de tapis quoi. Tu me fais le feuillet, je te prends ma pied, tu me fais le feuillet à 50 €. Allez, sois sympa, s'il te plaît. En droit d'auteur. Voilà. Donc, j'ai pas plus de chiffres à mettre là parce que c'est un gros boulot de recouper, de machin, et il y a des choses qui sont assez compliquées à mettre dans des diapos juste comme ça. Donc, je vous ai juste mis ça pour vous montrer déjà qu'il y a il y a pléthore de tarifs, il y a pléthore je sais pas comment dire, de formats sur lesquels on va vous dire tiens, machin, il y a du brut, du net, des droits d'auteur, des factures, des salaires. Comme si tout ça était tout à fait légal et normal dans notre profession.
Donc juste des petits rappels. Alors aujourd'hui, vous aurez beaucoup de gens qui vous en parleront, donc c'est pour ça que je ne vais pas en parler pendant un quart d'heure des trucs, mais on rappelle que le paiement en droit d'auteur, c'est non. Un journaliste, c'est payé en salaire quand on bosse pour une entreprise de presse. Donc il y a aussi des gens qui vont vous la faire à l'envers, puisque ce ne sont pas des entreprises de presse. Elles ne bénéficient pas des subventions, par exemple. Donc ils vont vous dire oui, mais le droit d'auteur, donc c'est compliqué après de négocier. C'est réservé aux diffuseurs, le droit d'auteur, donc si vous êtes en radio, vous faire du droit d'auteur. Et le droit d'auteur, ça vous prive donc de vos droits de salarié, donc pas d'indemnité, maladie, maternité, chômage, retraite, licenciement. Donc c'est pas top, quoi, on peut le dire comme ça. Et pire que le droit d'auteur, il y a le paiement en facture. Ah. Les journalistes ne sont pas des auto-entrepreneurs, entrepreneuses, hein. C'est dans le code du travail, c'est obligatoire. Oui, c'est petit. Ah non, vous voyez bien, vous, du coup. Moi, j'étais petit, mais ce que j'ai. Donc, pas de convention collective. Donc, évidemment, sur votre fiche, sur votre facture, il n'y a pas de 13e mois, il n'y a pas de congé payé, vous n'avez pas d'ancienneté. C'est important, l'ancienneté. Pas le droit à la carte de presse. Vous ne pouvez pas montrer vos factures au comité. Hein. Salut, regarde. Pas d'indemnisation chômage ou licenciement, comme je disais. Si vous faites chez Combini, vu qu'on parlait d'eux, 1 an à mi-temps en facture chez Combini, et que du jour au lendemain, parce qu'ils peuvent, ils ont le droit en facture de vous dire « Hey, salut, en fait, non, tu bosses plus pour nous », bah, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas de droit chômage, vous n'avez pas d'indemnité de licenciement. Vous pouvez essayer de les traîner au prud'homme pour travail dissimulé. D'ailleurs, quand même, les syndicats conseillent, quand vous voyez ces choses-là, de les contacter. Il y a le SNJ, la CFDT, il y a des choses, des ressources sur leur site pour contacter contacter des gens qui vont après contacter l'URSSAF, etc. ou essayer d'aller au prud'homme pour transformer ça en CDI, parce que du travail dissimulé. Et donc, voilà, il y a des poursuites, requalif en CDI, rappel des salaires, redressement de l'URSSAF, condamnation, etc. Donc ces entreprises qui vous obligent à être payées en facture ne sont pas dans la légalité, en fait. Et je sais que c'est très difficile de refuser ça parce qu'on a besoin de manger et on a besoin de payer nos loyers. Mais donc c'est pour ça que je n'irai jamais dire à un journaliste, mais tu tues la profession, c'est horrible. Bah oui, mais sinon je suis à la rue. Mais c'est important je pense que c'est important l'exemple. C'est important que les entreprises se fassent gauler. Et ce site, il est aussi pour qu'on puisse, comme on dit en anglais, name and shame. Et pourquoi on ne devrait pas le faire alors qu'on le fait sans arrêt sur l'agroalimentaire? On name Greenpeace, name and shame les mecs qui vont pêcher du thon n'importe comment. Pourquoi le journalisme devrait être un truc où il y a une omerta incroyable? Moi, on m'a dit, mais t'as pas peur en faisant ce truc de plus bosser pour personne? Et j'ai dit, ben non. En fait, il y a plein de gens pour qui j'ai pas envie de bosser du coup. Moi, j'ai pas envie de bosser pour des gens qui me paieraient en facture ou en droit d'auteur en me payant 10 balles le feuillet, quoi. Donc il y a un choix, évidemment, je peux dire ça parce que ça fait longtemps que je bosse et que je suis traductrice aussi et que je fais d'autres trucs, je suis rédactrice aussi. Mais il y a un moment où ce site, il est aussi pour dire, en fait, j'ai vu sur Paye ta pige que vous payez aussi des gens en pige et pas qu'en facture et qu'il y a des gens qui touchaient 20 € de plus. Donc moi, je vais négocier ma pige et je vais vous le dire, c'est aussi de redonner le pouvoir aux journalistes. Donc, après ce petit rappel à la loi, nous, on a voulu monter un site, donc ça, c'est pas notre site, hein. Moi, j'ai eu l'initiative de ce truc-là et je suis allée regarder ce qui se faisait. Et à l'époque, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Et puis, à la rentrée, il y a une développeuse qui m'a proposé son aide et une consoeur aussi, que je ne dirai pas qui c'est parce qu'elles ne veulent pas qu'on donne les noms. Et donc, on a un peu regardé et on est tombé là-dessus. C'est Who Pays Writers, donc c'est américain. Et c'est donc un site qui répertorie un nombre hallucinant de publications américaines. Et c'est en fait ce que nous, on voulait faire. Donc on a dit, ah mais c'est trop cool, ils l'ont déjà fait aux États-Unis. Le site, il est assez chouette. Je vais vous montrer une deuxième diapo après, quand on clique sur un truc. Donc comme vous voyez, il y a le petit truc Report Rate, donc pour envoyer vous-même vos tarifs. Et vous avez des tarifs au mot. Alors il y a des choses qui sont en plus hallucinantes. Ne faites pas le calcul chez vous, combien vous seriez payé si vous étiez payé au mot, vous allez pleurer. Mais vraiment, hein, parce qu'il y a des trucs où on est là, genre, j'aurais gagné 2000 € sur mon enquête. Vous avez touché 800 €. Bon. Vous voyez, donc il y a des petits emojis. Les emojis avec des cœurs ou qui sont vénères, c'est les gens qui payent mal ou qui payent bien. Donc là, on a du vrai name and shame en plus. Vous avez les petites icônes ordinateur, donc c'est que sur le web. Les petites icônes C, c'est pour les droits d'auteur. Le petit truc barré, c'est les contrats. Donc c'est j'ai pas signé de contrat, j'ai machin.
Donc il y a aussi les gens qui vous disent voilà, c'était quel genre de papier, donc c'était un reportage, c'était du opinion, c'est un édito, etc. Et ils disent aussi s'ils connaissaient des gens déjà dans la rédaction en fait. C'est important de le savoir pour aussi comprendre parfois pourquoi il y a des... Parce que vous verrez sur le site, il y a des écarts de prix, mais il y a des trucs délirants, quoi. Il y a des gens qui sont payés 10 fois plus au mot pour le même genre de truc, mais parce qu'ils connaissaient le Red Chef. Voilà. Et quand on clique sur un des médias, vous avez une fourchette de prix avec une moyenne. Alors nous, on ne le fera pas parce que en vrai, c'est très compliqué niveau technique. Il faut des algos et on veut sortir le site assez vite. Et donc on veut essayer de faire un truc plus, voilà, un peu plus simple techniquement, quoi. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, vous voyez, par exemple, là, quelqu'un a été payé 4,20 € le mot. Donc on est chez Wired, hein, le magazine tech Wired. Et quelqu'un a été payé 19 cents le mot. Donc je pense que la personne qui a été payée, elle ne doit pas être très contente de voir ça sur le site aujourd'hui. Et je pense que la prochaine fois qu'il ou elle pige pour Wired, peut-être qu'il y aura un égo. Maybe. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant de voir aussi voilà, les gens, première publication, qui a les années aussi. Et il y a, donc tout en haut, quand vous avez la fourchette de prix, à droite, vous avez le petit emoji qui dit que en moyenne, c'est assez facile d'être payé par Wired. Hein, ils ne vont pas vous faire chier pendant 6 mois à ne pas vous payer. Et c'est genre 6 weeks. Donc voilà, on est sur 1 mois et demi pour être payé, c'est correct. Sur Paytapige, moi j'ai reçu pas mal de gens qui étaient sur-énervés des délais de certains médias. Et j'ai beaucoup de gens, en fait, j'ai senti que c'était un exutoire dingue, cette boîte mail, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des romans, quoi. Des trucs ultra longs, de souffrance, des gens en souffrance, qui me racontaient des mésaventures ultra détaillées, avec même des captures d'écran de mails, des trucs fous, quoi. Des gens qui disent, mais j'ai dû, le jour où j'ai menacé de faire appel à un avocat ou une avocate, putain, c'est marrant, j'étais payée dans les 2 jours, quoi. Mais il n'y en a pas qu'un, un témoignage comme ça, il y en a plein. Donc je pense que cet outil peut être une vraie manière de rééquilibrer les rapports de force entre journalistes, pigistes et rédaction, parce que nous laisser dans l'obscurité comme ça les arrange bien, certains ou certaines qui font les choses mal. Voilà, je ne sais plus si j'avais un truc après. Ah oui, c'était pour finir. Donc pour envoyer, en fait quand le site sera en ligne, ce sera comme sur Who Pays Writers, où il y aura un formulaire, ce sera plus simple au lieu d'écrire un mail. Mais pour l'instant, vous pouvez toujours envoyer vos tarifs sur cette adresse mail. Il n'y a que moi qui y ai accès. Proposez votre aide si vous voulez, quand le site sera prêt, nous aider à rentrer les tarifs et tout, machin. Évidemment, on est tous et toutes bénévoles, hein, on est que des filles pour l'instant, on est toutes bénévoles sur ce site. Du coup, s'il y a des gens que vous connaissez ou parmi vous qui peuvent mettre 1 €, 50 centimes, 2 €, 20 €, 50 € les gens qui bossent pour Elle Magazine. Non, je déconne. Vous pouvez aller sur le site, là il y a juste une petite page d'accueil et il y a un lien vers une cagnotte PayPal. Et parce qu'en fait, la cagnotte, chez PayPal, maintenant ils ont lancé les cagnottes et il n'y a pas de frais. Ils ne prennent pas de frais, d'ailleurs sachez-le, hein, pour vos anniversaires, vos pots de départ et vos 30 ans, vous avez l'air tous tellement jeunes, vos 25 ans. Il n'y a pas de frais, c'est pas Litchi et compagnie qui vous prennent 10%, 20%. PayPal, vous avez tout ce qui est dans la cagnotte qui est à vous, c'est pour ça qu'on a fait appel plutôt à ça. Et vous savez à combien la cagnotte en ce moment ? 0 €. Et c'est pas pour nous payer des week-ends à la campagne et faire des séminaires. C'est juste pour nous payer du thé, des cafés, des croissants quand on se voit avec les personnes qui m'aident et pour rester comme ça au bout de la nuit à manger de la soupe comme ça en rentrant les infos. Donc voilà, à votre bon cœur, messieurs, dames. Voilà. Merci beaucoup Nora pour cet exposé et puis ces infos parfois assez hallucinantes. Alors il y a plein de choses qu'on sait, qu'on soupçonne, d'autres dont on a discuté hier, hein, puisque j'ai oublié de le préciser en ouverture. Mais hier, donc on avait une rencontre entre les étudiants actuels du master journalisme et médias numériques et des diplômés d'il y a 1 ou 2 ans. Et on a beaucoup discuté de pige, d'entrée dans la carrière. Et donc il y a quelques chiffres aussi qui ont circulé, quelques conditions d'emploi, voilà, certains qui
sont payés uniquement en salaire en pige, d'autres pour qui c'est plus compliqué, des médias qui sont plus réglo que d'autres. Enfin voilà, grosso modo, un peu ce tableau que tu faisais là, on le retrouvait bien, et je pense qu'il il est malheureusement assez répandu. Peut-être juste une question pratique ou méthodologique, c'est-à-dire ce que tu as reçu toi. Tu nous as dit il y a des mails très longs qui te racontent beaucoup de choses, donc on sent effectivement qu'il y a extrêmement besoin de parler, et peut-être pas d'autres endroits. Alors même si on sait qu'il y a aussi, on en parlera plus tard dans la journée, mais des collectifs de pigistes, des syndicats. Alors peut-être que la parole n'est pas la même avec une adresse comme celle-là. Et comment tu fais, toi, pour réussir à sortir alors des fourchettes, des moyennes, je ne sais pas, comment éventuellement tu arrives à recouper peut-être certaines informations quand elles sont trop différentes d'un mail à l'autre? Alors, j'ai pas encore. D'abord, sur la souffrance, les gens qui envoient des mails, je pense que effectivement, dans les collectifs, il y a cette parole qui peut être plus libre, en tout cas qui peut exister. Le journalisme, c'est comme plein de métiers qui sont durs, c'est comme par exemple les métiers je vais reparler de bouffe, pardon, mais c'est comme la restauration, c'est des métiers où on a peur d'être blacklisté très très vite en fait. Donc on a peur d'ouvrir sa gueule devant tout le monde et que plus personne prenne vos piges, parce que c'est ce qui peut se passer. Parce qu'on n'aime pas les gens qui parlent trop, on n'aime pas les gens qui parlent trop dans la cuisine ou dans le journalisme. Donc il y a vraiment, et puis on sait que, on sait que, voilà, comme je disais, on peut aller voir les syndicats, par exemple, les collectifs sont aussi là pour rediriger les journalistes, quand il y a un employeur, une employeuse qui ne suit pas les règles de la loi, quoi. Mais ça, on ne le fait pas parce que d'une, on a besoin de manger, et de deux, surtout, voilà, on n'a pas envie d'être la relou. Oh là là, non mais elle l'embauche pas, elle est chiante, elle va te faire chier avec ses négos, elle va aller t'emmener au prud'homme. Dans plein de métiers, c'est comme ça. Dans le journalisme, vu que c'est extrêmement bouché, les places sont chères, il y a ça. Sur les fourchettes, j'ai pas reçu, j'ai déjà ouvert tous les mails. J'ai pas reçu de trucs délirants d'un bout à l'autre. J'ai reçu des trucs un peu qui s'échelonnaient. Donc je me suis dit, ok, très bien. Donc lui, il a touché 200 balles, elle a touché 100, mais il y en a un qui a touché 112. Ou alors les trucs sont justifiés. Bah, moi, j'ai touché tant parce que j'ai bossé 3 ans déjà en CDI là-bas, donc je suis payé le tarif haut. J'ai pas reçu le truc fou où je me suis dit, ah non, c'est marrant, parce que là, le mail 1, il me dit ça, le mail 2, il me dit ça, c'est pas possible en fait. Ça n'a pas de sens. J'ai pas reçu de trucs comme ça. J'ai beaucoup de tarifs qui se recoupent. J'ai beaucoup de gens qui me donnent les tarifs des mêmes choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent avec énormément de pigistes. J'ai aussi des gens qui ont bossé avec énormément de médias, donc j'ai des gens qui m'envoient des listes de 30 tarifs, donc ça c'est très cool. Et il y a des gens que je connais aussi, donc je sais que je peux leur faire confiance. Ce sont des mails qui ne sont pas anonymes, c'est-à-dire que les données seront... Il n'y aura pas les noms des gens évidemment sur le site. Regarde, lui il est relou. Il n'y aura pas les noms. En revanche, moi, si quelqu'un m'envoie un tarif avec anonyme, où il n'y a pas son nom et où il y a un mail qui a été créé pour, je ne le prends pas en compte. Parce que je ne peux pas balancer un truc comme ça. Si ce n'est pas assez clair dans le mail... En fait, les gens... Moi, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai reçu un soutien mais immense et de la reconnaissance dans chaque mail. Les gens sont là, c'est super le projet, dis-nous si tu as besoin d'aide, dis-moi si tu as besoin d'aide. Enfin, vraiment, ça c'est génial. Donc, il y a besoin d'avoir un truc comme ça. Et puis, ouais, les gens m'envoient beaucoup de détails. C'est pas juste machin. Il y en a quelques-uns qui envoient BFM, temps, Europe 1, temps, machin truc, temps, merci, bye. Ça arrive, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Alors moi, il y avait ça avec le plus de détails possible. En fait, les gens disent 13e mois, machin. Là, c'était une journée, c'est 3 minutes, mais j'avais déjà bossé pour eux. Donc, ça va être compliqué à mettre en forme sur le site. C'est pour ça que le formulaire sera clair. Les gens pourront mettre des commentaires aussi. Mais sur le formulaire, il y aura donc, faudra mettre son mail et on recevra normalement un courriel pour confirmer qu'on a bien envoyé ça. Parce que nous, après, on peut vérifier que le nom et le prénom, si la personne fait bien ce qu'elle fait. Alors après, il y a des gens qui me disent, moi, tu ne trouveras pas mes articles parce qu'en fait, ils n'étaient pas signés parce que on n'avait pas le droit de signer, quoi. Et tu fais quand même une recherche, tu stalks un peu les gens pour voir ce qu'ils ont fait. Mais personne n'a aucun intérêt à m'envoyer un tarif complètement erroné ou délirant sur un truc, d'autant que je peux, moi, appeler après. Je veux dire, si moi, les tarifs me semblent incroyables, je peux aussi envoyer un mail ou appeler une rédaction et lui dire... Voilà, bonjour, je viens juste fact-checker des trucs qu'on m'envoie pour pas écrire des conneries. Mais globalement, à part sur la presse P ou les trucs de PQR, en PQR, j'ai pas mal de trucs qui se recoupent. En presse P, c'est beaucoup de one-shot.
Donc j'ai pas beaucoup de gens qui me disent ah moi aussi j'ai bossé pour machin, mais dans les gros médias PQN, Mag, etc. Enfin voilà. Quand j'ai fait des trucs entre machin et temps, c'est que j'avais 5 mails, entre 3 et même 10 mails qui me disaient tel tarif à tel tarif. Donc j'étais là, ah ouais, il y a des bonnes petites différences quand même, c'est pas mal. Et parfois qui ne sont pas justifiées. Hein. J'ai des gens qui m'ont dit, moi je suis payé tant, mais je sais que ma consoeur est payée beaucoup moins. Pourtant, on est sorti d'école au même moment, on a le même parcours, donc je sais pas trop. Je pense qu'il y a des gens juste qui osent négocier et d'autres gens qui osent pas. Moi, je suis très mauvaise en négociation. Je pense que c'est un truc qu'il faut... Je sais pas si on vous apprend en école à négocier. Non ? Ben voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment apprendre... Non, mais apprendre aux gens... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, je suis sûre qu'en école de commerce, on leur apprend à négocier, quoi, parce que c'est du commerce. Non, mais j'ai rien contre les écoles de commerce. Non, mais c'est vrai qu'on nous apprend que c'est un métier passion. Encore une fois, c'est ça le problème. C'est un métier passion, c'est une vocation, c'est important. Bah, bien sûr que c'est important. Bien sûr, les gens qui sont dépassionnés en faisant ce métier, c'est bien aussi parce qu'on est moins dans le... Mais si on n'a pas une passion dans notre métier, de toute façon, on s'emmerde et ça se voit. Mais c'est bien de faire des trucs aussi pour bouffer. Mais c'est pas pour autant qu'on doit subir les pires trucs. Et être dans un mode sacrificiel au nom de l'information, voilà, ça c'est des trucs qu'on apprend quoi. Les journalistes, mais voilà, c'est tellement important que vous devriez juste vivre d'amour et d'eau fraîche quoi, tellement c'est important l'info. Et on... Comment ? Non, bien sûr, mais c'est l'espèce de... Non, bah, j'imagine qu'on vous dit pas ça, ce serait grave sinon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine qu'il y a aussi cette vision-là qu'on a quand on est passionné par son métier et on se dit mais en fait les contingences matérielles c'est pas très grave parce que mon enquête je sais qu'elle est géniale et j'ai sorti un truc génial et je vais être payé 30 € mais c'est génial et puis l'info de toute façon c'est tellement important que j'ai pas moi à essayer de vouloir partir en week-end de temps en temps. En fait il y a un peu ce décalage j'ai l'impression aussi qui est j'ai un métier machin, ce métier est tellement beau et nécessaire qu'il faudrait que j'ai pas envie de pouvoir m'acheter un nouvel iPhone, enfin j'en sais rien, mais il y a un vrai truc de oh là là, les journalistes, vous vous plaignez tout le temps. Oui. Effectivement, Laure l'a bien précisé, mais je pense que ça fait effectivement partie des missions qu'on se donne aussi, nous, en tant qu'enseignants en journalisme, de déconstruire aussi ces idées préconçues-là. Apprenons à négocier, surtout quand on est des femmes. C'est dur. Il nous reste 10 minutes, donc je pense qu'on va ouvrir les questions, parce que j'imagine qu'il y en a, qu'il doit y en avoir. Oui. Benjamin d'abord, et Faïza ensuite. Oui. Voilà, donc tu peux effectivement te lever et te présenter, s'il te plaît. Ok, super, j'ai la réponse tout de suite. Non, mais... Alors... Voilà, moi je pense que le principal, c'est il faut se regrouper. Dans des médias comme Combini, qui ont ce genre de pratiques, qui donc ont, comme je rappelle, des gens à mi-temps en facture pendant des mois, voire plusieurs années, tout le monde évidemment a peur. Et c'est ça le problème, c'est cette peur. C'est ce que tu dis. On a tous et toutes peur du jour au lendemain de se faire tège et de ne plus avoir d'argent. C'est pour ça que c'est important le collectif, et c'est pour ça que c'est important les collectifs, et de pouvoir porter une parole pas seule, et de ne pas être identifiable non plus peut-être, ou identifié, mais déjà avoir quelqu'un autour et avoir peut-être des syndicats qui vous aident. Moi je ne suis pas syndiquée, je dis ça parce que c'est important aussi de savoir que ça existe, mais on ne m'a pas dit que ça existait il y a longtemps, ça fait pas longtemps que je sais
il y a des collectifs et des syndicats, etc. J'aurais bien aimé qu'on me le dise, ça aussi. J'aurais vraiment aimé qu'on me le dise, parce que j'ai eu des problèmes dans ma carrière, voire des gros problèmes dans ma carrière, du harcèlement, etc. J'aurais bien aimé, en fait, savoir que je m'adressais à quelqu'un, mais je pensais que j'étais seule. Et là, je pense qu'il faut absolument soit avoir un collectif, soit voir si tu n'es pas le seul dans cette situation-là, en fait, si d'autres gens comme toi sont payés en facture depuis, tu vois, tout le monde, bah, c'est pas normal. Et en fait, on parlait tout à l'heure des poursuites possibles dans les entreprises qui ne respectent pas la loi, entreprises de presse qui ne respectent pas la loi. Il y a des requalifications en CDI avec arriérés de salaire qui sont payés. Si tu fais cette démarche, si tu fais un procès à cette boîte, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Mondadori qui a dû payer, en 2017, qui a dû payer une... Élise, je ne dis pas de bêtises. Mais il y a eu Mondadori a été condamné à payer, c'était avec le SNJ, une journaliste, alors je ne sais plus si c'était en facture ou bien, du jour au lendemain il lui avait dit bon bah ciao, on n'a plus besoin de toi. Elle avait fait non mais pardon, c'est pas possible, en fait on bosse ensemble depuis des années quoi. Et donc elle a eu, alors elle n'a pas eu beaucoup, mais elle a eu de l'argent quoi. Elle a eu de l'argent et c'est aussi, il faut je sais pas comment le dire, mais il faut un peu laver ce milieu quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est par l'exemple qu'on le fait aussi. Alors oui, c'est effrayant, et je ne veux pas faire semblant que moi j'irais tête baissée, je dirais ouais, bah, c'est dégueulasse, bah, je vais vous mettre un procès au cul, je vous appelle mon avocat. Mais il faut le faire en collectif aussi. Et il faut déjà aller se renseigner, rien que se renseigner. Ça n'engage pas à des poursuites, juste aller appeler. Sur le SNJ, il y a plein de ressources, il y a plein de ressources sur les syndicats, sur les sites, plein de ressources, des mails, des téléphones, etc. Où vous pouvez appeler. Où tu peux appeler et on te donne des conseils. Qu'est-ce que tu peux faire? Jusqu'où tu peux aller? Qu'est-ce que tu peux risquer? Ça se trouve, la boîte qui t'embauche, eh ben, tu vas être en CDI. La loi va dire, bah, vous lui faites un CDI. Ou bien vous lui payez tout ce que vous auriez dû lui payer s'il avait été en CDI depuis X années. Arriérés de salaire, etc. Tous les congés payés, les 13e mois que tu n'as pas eu, tu peux partir avec du pognon. Avec du pognon, et ça fait un modèle pour la suite, en fait. Peut-être que tu vas devenir le porte, tu vois, peut-être que tu vas leader la révolution pigiste. Non, mais c'est vrai. Comment? Alors moi non plus, et bienvenue. Non, mais c'est pour dire que il faut des exemples là-dedans. Les lanceurs d'alerte, c'est ça aussi, quoi. C'est des gens qui vont peut-être montrer un exemple et on va se dire, bah ouais, allons-y, faisons-le. Mais en tout cas, il y a des ressources qui existent, il y a des gens qui peuvent t'aider juste à voir ce qui est possible. Alors, merci beaucoup pour l'intervention. Du coup, alors il faudrait essayer à chaque fois de prendre le micro, ne serait-ce que pour ceux qui nous écoutent éventuellement, qui ne sont pas là, sur les réseaux. Donc pour résumer rapidement ce que vient de dire Élise Descamps, c'est que voilà, parfois si on n'arrive pas à se battre, on peut s'en aller parce qu'il y a 4500 titres de presse en France et qu'il y a d'autres endroits peut-être où on pourra travailler aussi bien, peut-être même en étant mieux considéré. Il y avait une question de la part de Faïza. Oui, bonjour, Faïza Naïkouda. Pardon, excuse-moi, je veux juste dire un truc pour répondre à Élise sur un truc. Je suis tout à fait d'accord avec toi et clairement, il faut aller voir ailleurs. Mais ça ne changera pas. Enfin, tu vois, en fait, il faut faire les deux. Il faut qu'il y ait se barrer et voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais voilà, ça doit être accompagné pour purifier les pratiques, on va dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue. Plus les pigistes diront non, et plus les employeurs auront du mal à trouver des pigistes qui disent oui. J'ai discuté cette semaine avec un pigiste qui me disait, tel média, on m'a dit que c'était un auto-entrepreneur. J'ai dit non. Et du coup, je leur ai demandé, mais vous trouvez vraiment des gens? Et la rédac chef m'a dit, eh ben, on a de plus en plus de mal à trouver des gens qui acceptent. Je dis, yes. Plus on dira non, et plus ils auront du mal à en trouver. Et ben, ils n'auront plus le choix au bout d'un moment. Donc, il faut se serrer les coudes. Voilà. Amen.
Bonjour, Faiza Naïd Bouda, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur et enseignante à l'école de journalisme de Cannes. En fait, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je travaille sur les représentations des journalistes pigistes et j'ai été amenée à interroger des journalistes pigistes naturellement, notamment faire de l'observation dans les collectifs de journalistes, qu'ils soient en réseau ou en bureau, interroger des syndicalistes, interroger des rédacs-chefs. Et je me pose la question, en fait, en effet, vous avez raison de souligner le flou juridique qu'il y a autour de la pige, parce qu'on se fonde là sur la loi Cressard, qui est finalement qu'un amendement de la loi Brachard, qui se fonde sur une définition du journaliste basée sur un critère économique, donc le salaire. La question que je me pose aussi, c'est quand il s'agit en effet d'avoir recours au prud'homme pour une requalification en CDI, se pose la question de savoir est-ce que je vais aller finalement travailler en CDI dans cette rédaction où va régner une ambiance finalement relativement néfaste, délicate, retourner dans la rédaction que j'ai traînée finalement au prud'homme. Donc se pose cette première question-là. En fait, la question que je me pose, c'est, vous évoquez à maintes reprises le syndicat. Donc le syndicat majoritaire, c'est le SNJ, qui a créé un pôle pigiste, en fait, qui a été créé par les pigistes eux-mêmes. Finalement, en fait, tout est instigé par les pigistes. Les pigistes, en effet, comme vous venez de le souligner, doivent prendre en charge, seuls, et à leur nom, et la loi Cressard en est le fruit d'ailleurs, hein, c'est les journalistes de Ouest France qui ont milité pour qu'elle soit reconnue. Mais le syndicat, alors très bien, pourquoi est-ce qu'il avait proposé, je crois, une grille de tarifs de pige. Le SNJ avait proposé une grille de tarifs de pige qui n'avait pas été validée par les instances patronales, donc qui était un peu lettre morte, hein, qui est toujours sur le site, hein, qui est relativement défavorable aux piges, bizarrement. Mais qu'en est-il du SNJ finalement dans votre travail qui aurait dû être mené finalement, enfin, on partirait du principe assez naturel que s'il y a une convention collective qui a été instigée par le SNJ aussi, pourquoi est-ce que ce n'est pas le SNJ qui est à l'initiative de cette démarche? Pourquoi est-ce que le SNJ ne s'est pas affilié à ce type de démarche? Et il y a bien longtemps peut-être qu'il aurait dû le faire. D'une part, ça c'est la première question que je me pose. Il y a l'Observatoire des métiers de la presse aussi, hein, qui s'intéresse vraiment aux évolutions démographiques, salariales, du marché du travail journalistique. Qu'en est-il de leur participation à ce type d'initiative? Et puis il y a la fameuse CCIJP qui attribue les cartes de presse qui elles-mêmes sont conditionnées par le critère économique, donc par le salaire. Où sont toutes ces institutions qui finalement forgent la corporation journalistique dans votre travail? Je réponds aux deux en même temps. Ok. Merci. J'ai une question très simple. Dans vos démarches, je voulais savoir, quand vous parlez de négociation, vous négociez avec qui? Avec des journalistes ou avec des chefs d'entreprise? Alors je vais répondre à la première question d'abord. Moi j'ai lancé ce truc-là parce que justement je trouvais l'info nulle part. Il y avait des grilles, etc. Mais sur le web, il n'y a pas de négo web. Du coup je me suis dit, autant qu'on ait... Parce qu'en plus, dans ce qui est négocié et ce qui est fait, il y a des différences. Donc les syndicats peuvent vous donner les grilles des salaires, mais dans les faits, vous vous faites entuber et vous pouvez dire à votre boss ou à l'arrêt de chef qui vous embauche, bah en fait non, j'ai pas vu ça sur la grille. Bah ouais, et alors tu vas faire quoi? Bah rien en fait, tiens, j'ai besoin de manger. Moi j'ai été contactée par des syndicats à la suite de cette initiative, par la SNJ, par YouPress par exemple aussi, par des collectifs qui, pour certains, m'ont dit on a bossé là-dessus, ou on voulait bosser là-dessus, ou on est en train de bosser là-dessus, allions-nous, etc. Moi, je pense qu'il faut effectivement s'allier, déjà collaborer à ces choses-là. Donc moi, s'il y a des gens, tous ces collectifs ou syndics, etc., qui veulent prêter main forte bénévolement pour rentrer des infos dans le truc qu'on va faire dans le back-office, grave, à fond. Mais effectivement, moi, si j'ai lancé, c'est que ça n'existait pas. Et pourtant, je ne suis pas pigiste depuis hyper longtemps. Et j'ai des amis pigistes depuis très longtemps. Et il n'y a pas ce truc, à part sur, comme je disais, les groupes Facebook. Ou bien, vous pouvez googler des choses. Et je sais que j'avais trouvé un site, un truc breton, où il y avait une liste de genre une cinquantaine de médias, quoi. Mais ce n'est pas mis à jour. Il n'y a pas de fourchette. Ce n'est pas très précis. Et ce n'est pas facilement consultable. Donc effectivement, moi je regrette aussi qu'il n'y ait pas eu d'initiative de ce genre faite par des organismes un peu plus connus
Oui, officiel, oui, reconnu, connu, que moi, pauvre petite journaliste traductrice qui fait ça, machin. Comment? Bah oui, mais moi aussi je suis bénévole. Ouais, non, bien sûr, ils ont un boulot à côté, mais c'est vrai que... Oui, mais là, c'est pas une intervention, là, c'est se dire, lancer une initiative quand on est un syndicat ou autre, quand on est un collectif, hein, je lance la pierre à personne. Mais c'est vrai que oui, ça manquait, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, il n'y en a pas, ou bien c'est sur Facebook, donc on va peut-être faire un truc un peu plus... Voilà. Mais oui, c'était nécessaire, c'est pas encore... Mais c'est vrai que les mails que j'ai reçus, c'était oui, on y a pensé, ou bien on est en train de penser, ou bien on voulait le faire, etc. Mais c'est bien, du coup, moi je suis contente d'avoir, voilà, si j'ai lancé ce truc-là, et que d'autres vont me prêter main forte, je suis contente, quoi. Qu'après on soit sur une galaxie de sites, de ressources, en fait, c'est chouette, mais c'est vrai qu'il faudrait centraliser un peu plus tout ça, quoi. Pour votre question, donc, vous disiez, est-ce qu'on négocie avec des journalistes ou avec des chefs d'entreprise? J'ai pas compris pourquoi vous parliez de chef d'entreprise. Il n'y a pas le micro quelque part Ah, il arrive, il arrive. Merci. Donc je vais formuler autrement. Moi je suis un très vieux journaliste d'une époque révolue. Quand vous allez dans un magazine tel que cité précédemment, vous rencontrez qui pour travailler? Vous rencontrez un père, entre guillemets, c'est-à-dire un journaliste, ou est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui est censé ou vous embaucher ou vous payer? C'était ça ma question en fait. Bah, en fait, déjà, vous ne le rencontrez pas tout le temps, vous envoyez un mail, et si on vous répond, en général, c'est chef de rubrique, ou bien c'est Red Chef, donc c'est des journalistes qui vous répondent. Donc ce sont des journalistes. Et donc, si ce sont des journalistes, est-ce qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre ce que vous êtes en train de raconter là? Moi, c'est là où je ne vois pas comment ça se passe, en fait. C'est une curiosité personnelle. Ouais. Si les gens en face de vous sont des journalistes, ils sont quand même censés être au courant de la situation du pigiste aujourd'hui, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? On leur dit, vous n'êtes pas journaliste puisque vous n'êtes pas au courant de... Ah ben ils sont au courant, ils en ont juste rien à foutre. Alors c'est juste du mépris, donc c'est ça que vous dites? Ah oui, je pense qu'il y a énormément... Ah bah, ça c'est mon avis à moi, mais je pense qu'il y a énormément de mépris. Et puis on vous le fait comprendre. Quand on vous dit, il fait froid dehors, cette phrase-là, hein, quand on vous dit, il fait froid dehors, ou qu'on vous dit, mais tu sais Nora, si tu veux pas le faire pour tel montant, mais tu sais qu'il y en a 50 qui le feront. Hein. Et quand on parle des 50 derrière, c'est des gens qui n'ont pas 12 ans d'expérience et dont c'est pas la spécialité, par exemple. Et ça fait, mais ça prouve qu'il y a quand même une espèce de mépris. Et qu'effectivement, on sait que la presse est en difficulté depuis très longtemps, mais plein de secteurs ont été en difficulté et ont essayé de renverser ce truc-là. On sait que la pub, ça marche plus. Donc on fait du brand de partout. On rachète des groupes de presse pour faire juste du brand et embaucher des rédacteurs et plus personne qui a une carte de presse. On vous dit que, mais attends, un rédacteur fait la même chose que toi, qui a fait une école payée, machin. Enfin, je veux dire, on s'en fout, en fait, on est interchangeables. Bientôt, c'est des robots qui vont écrire, on ose quand même nous dire ça. Alors aujourd'hui, il y a un robot qui a écrit un article, c'était vachement mieux écrit qu'une dépêche AFP. Mais le mépris, quoi. Le mépris envers cette profession. Donc, c'est ça qui est le pire. C'est que des journalistes vous traitent, vous, consoeurs ou confrères, comme ça. Et pas des chefs d'entreprise. Et en fait, vous vous rendez compte que oui, en fait, ça devient une entreprise comme une autre. Il n'y a aucune solidarité. Le mec ou la nana qui doit faire tourner son titre, on n'a rien à carrer que tu puisses jamais prendre de vacances, que tu n'aies pas de congé payé, que tu sois payé 10 balles le feuillet, que bah non, mais attends, je vais juste te défrayer, c'est bon. Tu pars au Brésil, tu es contente de partir au Brésil, bah je vais juste te défrayer. Bah oui, mais non, mais ça va, estime-toi heureuse que je te défraye quand même. Ou alors, on en est quand même à des gens qui partent en vacances, et j'en connais pas mal, des pigistes, hein, qui partent en vacances, qui choisissent leur lieu de vacances parce qu'ils savent qu'ils ou elles pourront écrire un papier pour rembourser leur putain de logement Airbnb, quoi. Ça s'appelle pas des vacances, ça, en fait. C'est dingue. On profite de nos vacances pour bosser. Parce qu'on sait très bien qu'on va jamais nous payer ce papier, même si c'est un papier qu'on va faire à Ajaccio, quoi. Ça n'intéresse personne, en fait. Parce qu'il faudra défrayer le journaliste et puis après, il faudra le payer. Donc ouais, ça témoigne d'un vrai mépris. Et en plus, quand on voit... je veux dire, quand un Red Chef n'est pas
Quelqu'un qui a écrit 150 pages dans sa vie, on s'en fout. Je veux dire, on peut être un très bon red chef ou une très bonne red chef et pas être un journaliste aguerri et avoir fait 30 ans sur le terrain, quoi. C'est pas le problème. C'est juste que non, il y a vraiment une espèce de désinvolture quant à notre situation et c'est ça le pire. C'est qu'il n'y a plus aucune solidarité. C'est pour ça qu'on le disait, il faut serrer les coudes, comme disait Élise. Il faut être ensemble, il faut des collectifs. Parce que c'est tout seul, on ne va jamais y arriver, en fait. Mais oui, c'est grave. C'est très grave. Ok. Un de nos micros a rendu l'âme, donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées. On va prendre les 3 dernières questions là, et puis on fermera cette discussion-là, qui de toute façon se continuera toute la journée, je n'en doute pas. Bonjour. Moi, je suis étudiant au MGMN, donc en 2e année, donc là, je vais bientôt rentrer. Et justement, j'étais très intéressé par votre démarche d'abord, donc félicitations. Et aussi, surtout, pour le fait que vous avez dit que quand quelque chose se passe mal, il faudrait s'associer, etc., pour monter, faire une sorte de grève collective, entre guillemets, de pigistes. Et alors, pour le coup, c'est vraiment une question de curiosité. Est-ce que vous en avez déjà vu beaucoup des mouvements de grève comme ça? Et est-ce que, quand ça arrive, toutes les personnes qui refusent d'être payées comme ça ne risquent pas d'être spoliées par d'autres personnes qui, pour le coup, ont vraiment faim et ont vraiment besoin de ça et qui vont prendre leur place. Et donc, au final, est-ce que ça marche, ce genre de démarche? C'est surtout ça que je voulais savoir. Merci. Merci. Xavier Inghilterra, Université de Lorraine. Je reviens sur ce que vous disiez sur le mépris de la profession. Est-ce que j'ai une inquiétude, c'est qu'en fait, est-ce que ça ne serait pas ce climat que vous décrivez, est-ce que ce ne serait pas seulement quelque chose d'endémique au web journalisme? Est-ce que ce n'est pas tout simplement aussi la tendance du web en général que d'instaurer ce rapport de force entre offrir un service et une multitude sur le web, sur le web et ailleurs, mais en tout cas de prestataires de services, comme on le voit, cette sensation de banaliser en fait le travail et de ne plus respecter le travail qualitatif. Exemple, la phénoménologie Amazon Mechanical Turk ou Full Factory, où là évidemment il est question de faire un travail, on va dire, abrutissant et d'être rémunéré de façon très infime pour ces tâches, ces micro-tâches comme ils disent. Et dans ce même contexte, il y a cette sensation où on dit ouvertement aux internautes, aux turkers, on leur dit mais de toute façon c'est pas grave, tu le prends pas, mais il y a là en l'occurrence, parce que des web journalistes francophones, il y en a beaucoup moins, mais là en l'occurrence il est question de millions de turkers qui sont prêts à prendre le travail pour voilà, donc voilà, ma question, c'est ce rapport de force que ça instaure. Et juste une dernière chose, cette communauté, justement, il y a eu un couac avec Jeff Bezos et une internaute qui a essayé de fédérer les internautes et de tous leur envoyer, les amis en demeure, de tous envoyer un mail sur l'adresse perso de Jeff Bezos pour spammer sa boîte, pour essayer de... Évidemment, ça n'a eu aucune incidence. Je veux dire, ça reste tellement anecdotique pour un géant. Voilà. Alors, pour la première question, il est où le jeune homme? Il est là-haut. Oui, alors on voit souvent des mouvements de grève, etc. Alors, parmi les pigistes, moi, je n'ai pas souvenir d'un mouvement de grande ampleur, d'une grève, où les pigistes diraient « Eh bien, en fait, c'est simple, aujourd'hui, on ne bosse plus. » RFI, ah oui, c'est vrai, RFI, pardon, excusez-moi, RFI. En radio, du coup. Mais en web, print, j'allais dire en print. Du coup, je pense qu'on se rendrait compte... En fait, il faudrait faire un truc, c'est assez rigolo, là, j'y pense. Il faudrait faire un truc, il faudrait regarder les grilles
des programmes radio, il faudrait prendre un magazine, ouvrir un journal, ouvrir un site web et regarder les cases qui manqueraient. Les pages blanches. Ce serait intéressant à faire, je pense. Là, je me dis, ah tiens, ça pourrait être rigolo à faire. Là, on visualiserait la part des pigistes et surtout, qui sont les magazines, les prints, etc., qui embauchent quasiment que ça. Et si ces gens-là ne travaillent pas pendant 24 heures, bah, bon courage, quoi. Le magazine que vous achetez 7 € et que vous abonnez, bah, il n'y aura plus rien dedans. Je pense que c'est effectivement, on parlait de peur, il y a cette peur de s'organiser, cette peur d'être blacklisté en fait. Il y a vraiment ça. Comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a le côté, il fait froid dehors, et tu sais, derrière toi, il y en a 50 qui peuvent le faire, ton taf. Alors d'une part, c'est pas vrai, on n'est pas interchangeables, on a tous une expérience, on a tous un savoir-faire que d'autres n'ont pas. Et puis en plus, c'est pas une raison, quoi. Et effectivement, pour ça, on en revient à ce que vous disiez sur le côté mécanique, le côté à la chaîne de la fabrication de l'information. La raison pour laquelle on nous dit, mais vas-y, barre-toi, ou bien, bah vas-y, là, mets-toi avec tes petits copains, là, tes copines, là, faites la grève, bou, 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 vous êtes mal payés, je sais pas quoi, je m'en fous. Moi, j'ai des gens qui, demain, j'ai 5 personnes qui vous remplacent, là, pour vos piges. Parce que maintenant, c'est ça. En fait, avec le numérique, parce que j'aime pas dire digital, parce que ça veut dire les doigts, avec le numérique, il y a la course, évidemment, à être les premiers, c'est encore pire avec les notifications là, que vous avez sur vos téléphones. Là. Moi, j'ai bossé à France Info, on était content quand on était la première sonnerie qui faisait ding, 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 tout le monde, c'est la course pour breaker, là. C'est devenu, effectivement, alors il y avait les forçats de l'info, il y a quelques années, on parlait de ça. Mais ils sont passés où, putain? Non, mais en vrai, il y a quelques années, il y a eu un mouvement déjà des web journalistes, et on ne parlait pas que des pigistes, hein, des gens dans les rédacs qui disaient « Je n'ai pas fait cette formation pour bâtonner de la dépêche pendant 15 jours non-stop avec des heures pas possibles. » C'est passé où ça en fait? Ça a fait pchit aussi. Il faut qu'il y ait un truc de grande ampleur et qui dure. Les forçats de l'info, je veux dire, moi à l'époque, j'étais pas journaliste encore, où je commençais tout juste, et je voyais ça et je me disais « Ah putain, mais c'est génial, il y a des gens qui sont identifiés, quoi. » Il y avait, toutes les semaines, aux Enfants Rouges à Paris, dans un bar, il y avait une réunion et on en discutait, et c'était super. Et là, aujourd'hui, ça revient. Ça revient, là, on voit qu'il y a une montée, un truc, il y a une ébullition, parce que les gens n'en peuvent plus. Parce que c'était les web journalistes avant, dans les rédactions, qui disaient « J'en ai marre de bâtonner de la dépêche, moi, c'est pas ça que je veux faire. » Et puis, il faut en bâtonner 15. Combien tu as créé d'URL aujourd'hui? Et là, on se retrouve chez Amazon. Combien tu as créé d'URL aujourd'hui, quoi? Combien de papiers tu as fait? On ne regarde même plus la qualité de ce qu'on a demandé à gens ou de ce qu'on propose. On ne regarde même plus le nombre de feuillets puisqu'on vous paye au forfait et on vous paye à l'article, quel qu'il soit. Et on vous demande juste, tu m'as fait combien pour... Tu sais, c'est vraiment, vous m'en remettrez 4 tranches, hein, du coup, de votre enquête, là, c'est sympa. Non, mais vraiment, c'est ça. Et avec ça, tu veux quoi? Un petit édito? Allez, tiens, je te le fais pour 50 €. Et c'est ça. Ça devient un travail à la chaîne qui est plus considéré comme autre chose que de l'abattage, en fait. Donc oui, il faut se constituer, il faut se rassembler, il faut surtout que les gens en parlent entre pigistes ou dans les rédacs. Il y a plein de rédacs où les pigistes, ils sont là à la journée ou au mi-journée, donc ils ne sont pas tous chez eux. Il y a des rédactions qui vous disent, vous venez bosser chez nous, en fait, quand vous êtes pigiste. Et en fait, je sais que je ne dirais pas quel média, mais il y en a où les gens n'osent même pas ils se parlent de ça à la pause déj, comme on est beaucoup à se plaindre à la pause déj, ou à boire des coups entre nous le soir, mais il n'y a rien qui se crée. Ils sont tous elles sont toutes dans la même situation. On se plaint, ils sont auto-entrepreneurs, ou bien il y a moult stagiaires qui succèdent en permanence, et ils sont super énervés, mais ils ont peur. Et je les blâme pas, je dis pas ah mais vous devriez faire ça, vous êtes nuls. Non, je comprends, j'ai été dans ces situations-là. On a peur de plus jamais être embauché nulle part, et on a peur surtout de devoir retourner habiter chez les parents quand on a la chance d'avoir des parents ou qui habitent dans une grande ville, quoi, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est les grandes villes, on va pas se leurrer. Hein, si t'es pas à Paris pour être pigiste, c'est plus compliqué. Mais effectivement, on rencontre qui des journalistes, mais là ça se recoupe ce qu'on dit, voilà. Il y a des gens, c'est Jeff Bezos, hein, ils en ont absolument rien à foutre. Vous pouvez les menacer de faire une grève, ils vont vous dire bah vas-y, fais-la ta grève. Je m'en fous, tu sais. Combien on m'a demandé il y a pas longtemps, est-ce qu'on forme pas trop de gens? Vraiment, quelqu'un qui est pigiste m'a dit, est-ce que le truc c'est pas, est-ce qu'on forme pas trop de gens à être journaliste? Et je me suis retrouvée un peu conne dans la question parce que je me suis dit ben non. Enfin, non mais en vrai c'est quoi? Est-ce qu'on fait un numerus clausus des journalistes?
Ce serait fou quand même, ça voudrait dire quelque chose. Est-ce qu'on ne forme pas trop de gens? Il faut faire quoi? Est-ce qu'il faut dégoûter les gens? Est-ce qu'il faut dégoûter les jeunes que je vois là, parce que je m'estime vieille? Est-ce qu'il faut vous dégoûter de ce métier? Moi, j'essaye de ne pas dégoûter les jeunes de ce métier, mais en faisant un outil comme ça et en parlant de ça, mais bon courage, quoi. Enfin, pour garder la niaque, quoi, pour garder l'envie d'avoir envie. Non, mais c'est vrai. Parce que évidemment, on s'amazonise, on se facebookise, on se googleise. On a des gens qui prennent la tête de groupes de presse qui n'ont jamais mis un petit doigt dans le journalisme, qui veulent faire du profit. Et puis maintenant, il y a des actionnaires partout. Et ils veulent des dividendes, les actionnaires. Et bien, évidemment, c'est pas en payant 200 balles le feuillet que tu vas donner de la thune aux actionnaires, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est devenu une économie de marché, en fait. Et c'est super triste de voir que ça aurait pu être autrement. Et effectivement, alors moi, j'ai pas connu le journalisme avant Internet, parce que j'ai eu Internet en 2000, j'avais 14 ans. Donc moi, j'ai commencé à lire. Mes parents ne sont pas des lecteurs de presse en plus. Mes parents ne sont pas très éduqués, n'ont pas fait des longues études ni rien. Donc nous, à la maison, j'ai jamais eu Libé, Le Monde, je savais même pas que ça existait en fait, vraiment. J'ai eu Métro et 20 minutes, mon père ramenait ça de Paris. Donc moi, mes premiers trucs de presse, c'était ça, c'était beaucoup de choses, l'AFP. Donc moi, j'ai même pas vécu avec cette espèce de dimension sacrée de la presse, solennelle à la maison. Donc j'ai pas grandi avec ce truc-là. Donc j'ai découvert la presse avec le web. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça la presse, mais on nous fait bosser comme des chiens, il n'y a pas notre nom, on signe rien, etc. Et après, j'ai découvert les grands noms, donc les gens que j'adore lire maintenant. Je vais lire que leurs noms dans Libé. J'adore Jackie Durand, qui écrit sur la bouffe, je trouve ça fantastique. Mais Jackie Durand, il n'y a pas de Jackie Durand aujourd'hui. En vrai. Non, mais c'est vrai, ils sont où les vieux journalistes, mais jeunes? Pascal Robert Diard, est-ce qu'il pourrait y avoir une Pascal Robert Diard aujourd'hui? Vraiment? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait quoi? Pour avoir une spécialité quand on est journaliste, mais alors, bon courage, quoi. Quand on est jeune, on doit tout faire. Et on vous embauche pour tout faire. Et c'est bien d'être formé comme ça. Moi, j'étais ravie d'être formée à France Info. On faisait ça, on ne voulait pas de spécialité. Donc il y avait juste le sport et la politique au début, parce qu'on était en pleine campagne quand on a lancé le site, où il y avait des spécialités. Mais nous, c'était, vous écrivez sur tout, et c'était cool parce qu'il y avait un côté pédago. C'était, vu que tu n'es pas hyper spé en économie, tu vas vraiment appeler des gens, te renseigner, tu vas faire un vrai pédagogique. Et c'est cool parce que c'est le but du service public de faire comprendre à tous et toutes l'enjeu de telle loi, etc. Mais au bout d'un moment, tu veux te spécialiser. Et alors là, et c'est là que les ennuis commencent. Quand tu veux être spé, on te dit, en fait, il n'y a pas de place en rédac. Donc tu dis, écoute, très bien, je vais être pigiste spécialisé en whatever. Bon, là, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de boulot non plus, quoi. On veut des gens, j'ai presque fini, on veut des gens polyvalents, et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde du travail global. La formation en continu à des nouveaux métiers. On veut que des gens qui font le même boulot depuis 20 ans soient capables de faire un tout nouveau boulot avec des outils numériques avec lesquels ils n'ont pas grandi, et on leur dit, oui, mais sinon tu crèves, c'est adapt or die, quoi. Et en fait, c'est ça, on est en train de devenir un métier comme les autres. Et on est soumis à la même cadence et au même labeur et à la même non-reconnaissance. Alors évidemment, il reste encore des gens qui respectent les journalistes. Heureusement, on ne va pas non plus croire que tout est tout noir et c'est abominable et c'est fini. C'est pas loin. Non, c'est vrai. Mais voilà, mais c'est rare. Les places sont chères. Donc les gens qui sont dans ces rédactions où ils sont bien traités ou qui pichent pour des gens qui les payent correctement et tout, ils s'accrochent et ils ont raison, quoi. Moi, j'ai quitté 2 CDI, quoi. La meuf quitte 2 CDI, quoi. On m'a dit, mais t'es dingue. Tu te barres de... J'étais bien payée à France Info. J'avais 11 semaines de vacances. J'étais bien payée. Il y avait la cantine, comité d'entreprise, et je me suis barrée de 11 semaines de vacances. Ouais, je vois des gens qui font des têtes. Et à Télérama, ils ont 13 semaines, je crois. Puis à la RTT, tout ça. Et je me suis barrée de ça, on était là genre, mais pourquoi t'es partie? J'ai dit, parce qu'en fait, j'en ai marre de parler de tout, et donc de parler de rien qui m'importe vraiment, quoi. Donc je me suis barrée, et voilà. Et après, j'assume ma situation aussi, quoi. Mais donc les gens s'accrochent. Et même quand ils s'accrochent, on les vire. Ce qui s'est passé à Slate.fr. Les gens étaient en CDI, c'était cool, machin. Et puis en fait, tout à coup, ça a complètement changé. Maintenant, il n'y a que des pigistes à Slate.fr. Il n'y a plus de journalistes en CDI, en fait, à Slate. Donc même si vous vous accrochez, vous n'êtes pas à l'abri
Quand vous allez bosser à Hebdo, il y avait quoi, 40 CDI à Hebdo, je sais plus. Bah, tout à coup, c'est fini et vous n'avez plus rien, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Nora. Une dernière question. Non, on ne peut pas prendre de questions parce qu'on a un autre débat. Il faut vraiment qu'on avance. On a déjà pris du retard. Oui, c'est possible, les spécialisés et pigistes. Hein. Non, j'ai dit bon courage. J'ai pas dit alors là, jamais de la vie. Non. Bien sûr, c'est possible. Mais je dis que c'est juste que c'est très dur. Dans certaines spécialités, c'est pas facile, quoi. C'est vrai, disons-le. Soyez en presse pro, absolument. C'est l'endroit où on peut espérer trouver quelque chose d'intéressant. Oui, mais vous avez raison de l'ajouter. Tout n'est pas tout gris. La discussion ne s'arrête évidemment pas maintenant. On a encore toute la journée et je pense que ces questions-là vont revenir. Merci à toi, Nora.